Bonjour, il est temps de tomber le masque et en dire un peu plus sur moi. En 2020, je me suis lancé en politique en étant élu dans ma ville. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour regarder mes enfants en face et leur dire oui, je savais pour le réchauffement climatique, mais j'ai essayé. Je suis bien sûr un élu écolo engagé, non encarté, donc pas du tout Europe Écologie Les Verts, car j'ai de gros problèmes de fond avec eux. Avant d'aller plus loin, écoutons Cyril Dion. Des meilleurs scientifiques du monde entier qui étudient ce phénomène depuis des décennies, qui nous disent ce qui va arriver. Donc, par pitié, écoutons-les, préparons-nous, organisons-nous, on sait comment faire, les solutions existent, l'argent est là, faisons-le. Tu sais quoi Cyril, j'ai essayé et je vous propose de partager avec vous ce que j'ai appris de cet engagement. Et pour l'universaliser, je vais m'appuyer sur le big boss de la durabilité, hélas méconnu, Joseph Tenter. Choisissez la pilule bleue et après vous pourrez faire de beaux rêves. Et pensez ce que vous voulez de la politique. Choisissez la pilule rouge et vous restez au pays du rationnel et on descend avec le lapin vert au fond du gouffre. Joseph Tenter est un archéologue et anthropologue américain spécialiste de l'évolution et de l'effondrement des sociétés complexes. Naturellement, il s'intéresse à la durabilité, qui est le contraire de la disparition d'une société. Il a ainsi étudié l'effondrement de 19 civilisations et implique son modèle aux Mayas, à la civilisation Chaco et à l'Empire romain. Avant lui, les historiens considéraient qu'il y avait une liste de causes à l'effondrement de ces civilisations. Tenter les a classées en 9 catégories. À partir de cette analyse, il en conclut que les effondrements peuvent provenir de plusieurs de ces causes que l'on va qualifier d'externes, mais il ajoute qu'il y a derrière toutes ces causes toujours la même cause interne, ultime, inhérente à la structure d'une société, qui explique les causes externes qui l'ébranlent et amènent à son effondrement. La complexification. Une société se complexifie pour 2 raisons, et regardons ensemble chacune de ces raisons. La première cause est que la société cherche une réponse aux problèmes auxquels elle est confrontée. Lorsqu'une société fait face à un problème, comme une baisse d'énergie disponible, elle a tendance à provoquer la création de bureaucratie, d'infrastructures ou de classes sociales supplémentaires pour tenter de résoudre le défi posé. Ces services engendrent une complexification de la société. L'exemple que l'on peut prendre est celui de l'Empire romain, qui face à une population grandissante, voyait son quota d'énergie baisser. Pour résoudre ce problème, les Romains ont conquis de nouveaux territoires pour acquérir des esclaves, des métaux, de la nourriture. Mais en grandissant, l'Empire imposait plus de systèmes de communication, de gouvernements intermédiaires, de militaires. Regardons à mon petit niveau comment je me suis pris cette complexité en pleine face. Mon maire a eu la gentillesse de me faire confiance et de me nommer en charge de l'urbanisme et de la résilience du territoire. Ayant pas mal travaillé les sujets de climat, d'énergie, de bâtiments, je prétends avoir une vision assez claire de ce que signifie l'adaptation de l'urbanisme au changement climatique. Les règles de l'urbanisme sont fixées par le PLU, le plan local de l'urbanisme, qui permet de planifier et réglementer l'utilisation des sols. Or, ma commune fait partie d'une métropole, donc ne maîtrise plus son PLU, car il devient PLUI, I pour intercommunal. Et là, pour faire modifier un PLUI dans la direction que l'on souhaite, c'est une autre histoire. Il faut que les 49 communes de gauche, de droite, du centre soient d'accord et respecter un grand nombre d'étapes, dont des notifications, consultations et enquêtes publiques. Le PLUI est certes amélioré au fur et à mesure, mais des modifications profondes nécessitent un accord de nombreuses personnes. On t'explique que l'intérêt des métropoles, c'est de mutualiser. Mais justement, mutualiser, c'est souvent rendre les choses plus complexes. Mais où ça devient dingue en complexité, c'est que le PLUI lui-même dépend de nombreuses autres entités juridiques, comme le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, lui-même relevant du Code de l'urbanisme, du SRADET, le schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires, et de nombreux autres textes, et doit respecter le PLH, le plan local de l'habitat, un document superstructurant, et aussi le PDU, le plan de déplacement urbain, et le PCAET, le plan climat-air-énergie territoriale. Ajoutez à cela la loi SRU et son article 55 qui impose d'atteindre 20 à 25% de logements sociaux, ce qui pousse la ville à prévoir des emplacements permettant de construire des logements supplémentaires. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien les logements sociaux, bien au contraire. Mais c'est encore quelque chose qui force ma ville à continuer à densifier contre le désir des habitants. Bon là vous vous dites c'est un beau bordel, mais ce qui est encore plus dingue, c'est quand je vais vous expliquer l'enchaînement de tout ça. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts.
Prenons le SCOT. Quand je suis arrivé en charge de l'urbanisme en 2020, je dépendais d'un SCOT sorti en 2018. Le PLH, lui, est en 2023 en cours de finalisation à la métro pour la période 2025-2030. Le PLH doit être conforme au SCOT de 2018. Lui, le nouveau SCOT est en renégociation et intégrera en 2026 les modifications du SRADET de 2023 pour au final que le PLUI intègre ce nouveau SCOT en 2027. Sachant que par-dessus ça, il y a la zéro artificialisation nette qui doit se mettre en place. Pour que vous compreniez bien, à Paris, le travail sur le nouveau SCOT a commencé en 2017 et a été voté en 2023. Depuis 2017, des études ont été lancées avec des données importantes à intégrer. Des élus m'ont dit que des données de fin de 2021 n'ont pas pu être intégrées car c'était trop tard dans le processus. Alors que le SCOT n'est pas encore sorti et qui sera traduit dans le PLUI en 2027. Donc les données de 2021 hyper importantes n'ont pas pu être prises en compte pour 2027. Comment on peut intégrer rapidement les données du changement climatique dans tout ce foutoir administratif? Et toi, élu, tu débarques là-dedans. Tu sais ce qu'il faut faire pour ta ville et tu vas dépendre de données qui ont 10 ans. En plus, si tu veux appliquer ces résultats des études commandées, tu vas te rendre compte que ta collectivité ne peut pas les appliquer car par exemple, elle n'a pas forcément les compétences administratives pour agir sur les leviers identifiés. Les compétences peuvent se trouver au niveau du département ou de la région ou de la métropole, mais pas chez toi. Et si par miracle, tu arrives à décider de quelque chose, tu te retrouves devant une autre problématique ou difficulté, l'organisation des services silotés avec chacun sur sa feuille de route qui font qu'on a du mal à avoir une vision d'ensemble. Bref, j'étais totalement coincé. Je ne pouvais pas limiter la construction dans la ville, sauver des arbres et des espaces verts, protéger la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur, etc. La chose très pénible à vivre est que quand tu arrives au pouvoir, tu hérites de décisions du passé. Et donc les immeubles qui sortent dans ton mandat ne sont souvent même pas de ton fait. Alors que les citoyens sont persuadés que c'est la mairie qui veut construire et que les élus sont de mèche avec les promoteurs. Alors que tes décisions à toi de fond auront un impact dans 5-6 ans. Ah, les promoteurs, parlons-en. Ah ça, j'en ai vu des promoteurs. Quand ils me montraient un projet, je leur posais à tous la même question. Messieurs, dames, on est d'accord que votre immeuble sera encore largement debout en 2070 ? Oui, bien sûr, très bien. Vous pensez qu'en pointe, il fera combien de degrés dans cette commune en 2070 ? La réponse la plus proche que j'ai eue, c'est 43 degrés. Difficile de leur faire comprendre que leurs immeubles seront des mouroirs quand on aura 50 degrés en pointe. Que leurs calculs thermiques sont à foutre à la poubelle, car sous-dimensionnés. J'avais un thermicien qui m'avait fait des calculs thermiques pour refroidir le restaurant scolaire avec une température extérieure maximale de 37 degrés. La blague! Comment faire comprendre qu'il faut absolument faire des appartements traversants, d'arrêter de faire des grandes baies vitrées plein sud, qu'il faut qu'ils fassent de la rétention d'eau, plus d'îlots de fraîcheur, plus d'espaces verts, etc. Mais là, j'ai quoi comme levier sur ces promoteurs en vrai? Quasi aucun. Mon rôle à moi, c'est avant tout de faire respecter des lois. Et là, j'ai pas de normes qui imposent d'adapter les constructions à du 50 degrés. J'arrivais avec mon équipe en me battant comme un chien à avoir comme seul résultat de sauver quelques arbres sur la parcelle qui, de toute façon, vont crever à cause des fortes sécheresses à venir. Donc au final, un élu ne peut que modifier à la marge l'urbanisme de sa ville, alors que c'est une révolution copernicienne qu'il faudrait mettre en place. Des exemples de complexité, il y en a plein. Voici la liste des documents cadres, stratégies, contrats et plans d'action de niveau national concernant la forêt et le bois. Imaginez maintenant que vous deviez réformer les forêts françaises pour l'adapter au réchauffement climatique. Bonne chance, hein. La deuxième raison est la complexification mise en avant par l'expert francophone d'Otenter, Grégoire Chamba, est le maintien au pouvoir des élites qui ont besoin d'être perçues comme légitimes pour accéder et se maintenir au pouvoir. Cette légitimité vient de la croyance qu'a la population en la capacité de l'élite à résoudre des problèmes sociétaux. Alors on pourrait se dire, oui, mais le problème c'est les élites. Eh bien, pas vraiment. Le problème est que la population tend à considérer les gains obtenus par l'apport de nouveaux services comme acquis. Exemple, si nous avons une école de musique, nous considérons cela comme acquis. Donc si les élites n'apportent pas de nouveaux projets, comme un terrain de foot par exemple, elles se mettent en danger. Or, tous les candidats aux élections proposent de nouveaux services, donc au final, comme on l'a vu, ça se traduit par plus de dépenses, plus de matériaux consommés, plus d'artificialisation des sols, plus d'énergie.
Sans entrer dans les détails, j'ai essayé de défendre auprès de ma majorité qu'il fallait arrêter de créer de nouveaux services s'il n'y a pas de besoin vital. Pour que ce soit compréhensible, prenons un exemple totalement fictif pour ne viser personne. La construction d'une piste de curling. Quoi, vous n'aimeriez pas avoir une piste de curling dans votre ville ? Il faut faire des travaux, utiliser des matériaux et donc de l'énergie pour construire cette piste de curling. Une commune voisine a chiffré à 14% le coût de fonctionnement, entretien, réparation que compterait tout nouveau projet. Dit autrement, si vous construisez une infrastructure qui coûte 1 million, vous augmenterez pour le prochain mandat vos coûts de fonctionnement de 140 000 euros. Donc je m'opposais à cette piste de curling et là on m'explique que non, c'est important pour le club de patinage d'avoir cette piste, que ça permet l'intégration de jeunes, de pérenniser le club, que les loisirs c'est important dans l'équilibre des citoyens, le sport c'est l'éducation, etc. Que de bonnes raisons. Sincèrement, ce sont de bonnes raisons. Sauf que face à notre problème écologique, faut-il continuer ce genre de projet? Alors, petite parenthèse importante, je ne tiendrai pas ce discours pour tous les projets. La notion des communs est très importante. Il vaut mieux, par exemple, qu'une mairie développe une piscine municipale que de voir des piscines privées fleurir dans chaque propriété. La complexité dans la résolution de nos problèmes suit le schéma suivant que l'on connaît sous le nom de rendement décroissant, loi que l'on doit à Tenter. Pour un problème donné, les premières solutions apportées engendrent des gains rapides. Mais plus on avance et plus les gains se réduisent, malgré des efforts sans cesse plus grands. Passé un seuil, vous payez de plus en plus pour obtenir de moins en moins de bénéfices. Quand ce niveau est atteint, une société est fragilisée et devient moins capable de résoudre ses problèmes. Prenons un exemple, le pétrole. Au début, tu extrais ce qui est le plus facile à atteindre. Et ensuite, plus tu creuses, plus la complexité de l'extraction s'accroît pour n'en tirer qu'une même quantité de produit final. Cette loi des rendements décroissants se retrouve partout. Quand les Romains n'ont pas pu financer la complexification par de nouvelles conquêtes, ils ont dû augmenter la pression fiscale pour maintenir le même niveau d'organisation et assurer la sécurité des territoires. Plus de pression fiscale, plus de disparité de niveau de vie dans la population, plus de comportements asociaux, plus de dégradation du civisme, donc plus d'appareils administratifs, plus d'armées, donc plus de taxes, etc. nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Vous l'avez compris, des rendements décroissants qui ont emmené à l'effondrement de cet empire d'après Tenter. On le voit chez nous avec des rendements agricoles qui se tassent. L'école, soi-disant, n'a jamais aussi mal marché et pourtant, regardez le budget en bleu de l'enseignement scolaire versus en rose le nombre d'élèves. Idem pour les hôpitaux qui vont mal. Et pourtant, le budget a beaucoup augmenté. Mais il y a tellement d'administratifs à l'éducation et dans les hôpitaux que l'on a des rendements décroissants. Un autre exemple est la gestion de l'électricité en France que l'on a complexifiée au nom du libéralisme. Dans mon exemple de l'urbanisme, on voit bien que l'on est en plein dans la loi des rendements décroissants. Il faut plus de personnes pour gérer l'urbanisme, plus de difficultés à le comprendre et à le faire évoluer, plus d'argent, plus de temps, donc au final plus d'énergie. Le président de l'Association des maires de France dit « L'exercice municipal est un casse-tête bureaucratique qui lasse et empire. Empire, et la multiplication des contraintes reste la première cause de découragement des élus. » Ce que l'on retient est que cette loi des rendements décroissants amène inexorablement vers un effondrement. Pour Tenter, plus une société est complexe, plus elle requiert de l'énergie. Nous comptabilisons habituellement les coûts de complexité par des notions comme le travail, l'argent, le temps, etc. Dans tous ces cas, il s'agit en fait de transformation d'énergie. Dit autrement, les sociétés modernes ne pourraient pas être aussi complexes qu'elles le sont sans les combustibles fossiles. Avant ce cadeau des profondeurs, pour qu'une société soit plus complexe, il fallait travailler plus dur ou avoir plus d'esclaves. Mais si maintenant on cherche à réduire notre consommation énergétique, cela amène de facto à réduire la complexité de nos sociétés. Je le redis d'une autre façon, quand nous les écolos disons qu'il faut moins consommer d'énergie, si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, c'est renoncer à des services. C'est ça le débat que l'on devrait avoir et pas juste dire il faut de la sobriété et moins consommer d'énergie. Et puis surtout, pas de nucléaire car ça permet d'avoir plein d'énergie pour détruire la nature. Je mets de côté les gains énergétiques qui sont encore faisables et qui permettront de nous laisser dans l'illusion encore quelques temps qu'il ne faut pas renoncer à des services. Précision, quand Tenter parle d'effondrement, ce n'est pas l'apocalypse de nos imaginaires. Pour lui, l'effondrement est un choc de simplification. Et comme dans le cas de Rome, l'effondrement de l'Empire a permis à beaucoup de personnes de mieux vivre, comme on a pu le voir en faisant des fouilles.
Donc si on ne souhaite pas un effondrement non désiré, il faudrait chercher à simplifier pour lutter contre la loi des rendements décroissants. Et là, clairement, c'est mission impossible. J'ai pu le voir à mon petit niveau. Chaque élu défend sa paroisse, et c'est normal. Et on renonce à quoi? Aux associations, c'est utile. Au CCAS, c'est indispensable. À l'école, qui est contre l'école? À la culture, mais monsieur, c'est important la culture. Au repas des anciens, aux espaces verts. Dans notre contexte d'inflation et de restrictions budgétaires, c'était l'occasion pour toutes les municipalités de se poser ces questions. Qu'est-ce que l'on supprime? Mais plutôt que de risquer de faire trop de mécontents en supprimant ou en simplifiant un service qui serait jugé moins prioritaire, on cherche plutôt à faire des petits efforts un peu partout car la pilule passe mieux auprès des citoyens et des élus, ce qui ne va pas dans le sens d'une simplification. Ou alors il y a un autre choix qu'ont fait d'autres villes qui ont choisi l'option plus de taxes comme les Romains. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « il faut consommer moins », il faut lui répondre « très bien ». À quoi on renonce? Ou en plus positif, quel service on sauve? Ce qui est vrai au niveau d'une ville, là aussi au niveau d'une région ou d'un État. Mais on aimerait aussi de temps en temps que les responsables politiques prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire que si les scientifiques leur disent que leur population va être en danger, qu'ils prennent les mesures pour les protéger, une bonne fois pour toutes. En tant qu'élu à la résilience, j'ai fait une rencontre avec les habitants durant laquelle je leur ai expliqué le concept de résilience, puis je les ai fait travailler sur 2 ateliers. Une soirée riche, un vrai beau moment de partage. À la fin, je leur ai posé une question. Et si aux prochaines élections, je proposais un programme de résilience axé sur l'adaptation aux futurs chocs et stress que l'on va se prendre en pleine figure, qu'est-ce qu'ils en pensent? La réponse a été unanime, surtout ne le fais pas. J'avoue que ça m'a assis. Certains m'ont dit il faut le cacher dans d'autres actions pour ne pas faire trop peur. Et puis de nombreuses personnes m'ont dit mais il faut proposer un programme d'espoir. On a beau dire que les politiciens ne font pas ce qu'il faut par rapport à la crise écologique, mais honnêtement, prendre en compte cette crise, c'est proposer un programme radical avec des propositions pas entendables pour la majorité de la population, qui aura forcément de fortes réticences à changer de modèle, d'élever de boucliers dès que l'on touche au confort et aux habitudes. Même pour l'installation d'un verger communal, j'ai eu des opposants virulents. Alors imaginez pour des choses plus radicales. Je rejoins complètement Jean-Baptiste Frézeau qui nous trouve condescendant de croire que notre génération et la suivante va d'un seul coup prendre conscience de la crise écologique alors que celle d'avant était trop bête pour faire les choses qu'il fallait faire. Mon constat sombre n'est pas là pour vous décourager à vous engager. Les avantages que je vois à ce que vous vous engagez à votre tour, à titre personnel, vous comprendrez bien mieux le fonctionnement de votre ville et de vos institutions, et vous serez plus dans l'action que dans la théorie. Autre chose importante, tous mes collègues qui étaient dans des associations écolo et qui sont devenus élus ont vu une efficacité bien plus importante dans leur engagement et ça les a rendus moins naïfs. Pour le collectif, il est important que chaque mairie, chaque département, chaque métropole compte des écolos engagés. Si on n'y est pas, ce seront des élus qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. Et notre présence, même si elle ne permettra jamais un changement radical de société, elle infléchit forcément la courbe. Et puis quand, comme moi, vous n'avez aucun attrait pour le pouvoir, le temps que vous ne passez pas avec votre famille, vos amis, à faire des vidéos YouTube pour vous, plus la petite minorité de citoyens qui sapent vos initiatives, tout cela vous use. D'ailleurs, plus de 1000 maires ont démissionné en 3 ans, un niveau jamais vu auparavant. En cause, la complexité et les tentatives d'intimidation des élus. Et c'est pourquoi on a besoin que d'autres prennent la relève. Mais Tenter et moi, qui le lit et le commente modestement, sommes là pour vous rappeler que vous n'allez pas pouvoir changer les choses qu'à la marge dans cette société trop complexe et qu'avec moins d'énergie disponible, on tendra fort probablement vers un effondrement, c'est-à-dire un choc de simplification. Bref, même si Macron ou un maire était parfait, la complexification et le temps politique font qu'ils ne pourront pas changer radicalement les structures et donc réussir la transition écologique que beaucoup espèrent. C'est pourquoi je pense qu'il faut avoir un autre objectif que la transition, mais ça on en parle dans une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien sur Tipeee pour une écologie efficace et venez papoter sur Twitter ou Discord si vous voulez. Arvipa!